Bonjour ou bonsoir chers fidèles auditeurs et bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne 7 minutes en Afrique. Ici, nous contribuons à faire rayonner l'Afrique à travers sa culture, ses hommes et son histoire. Alors, n'hésitez pas à toujours liker et partager nos contenus, sans oublier de vous abonner à la chaîne. Le thème d'aujourd'hui portera sur le mariage et ses diverses étapes. Pour cela, nous nous intéresserons au déroulement du mariage en pays Bamileke, plus précisément chez le peuple de Mujumba, localisé dans la partie ouest du Cameroun. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Le mariage chez les Mujumba commence par l'initiation de la jeune fille à son futur rôle de mère, puis s'ensuit le mariage avec ses diverses étapes et procédures qui ont pour but d'assurer le bien-être du futur couple. À la puberté, les jeunes filles convergeaient vers une case à l'écart du village afin que les vieilles initiatrices fassent d'elles des femmes prêtes à faire face à leurs responsabilités de mère. Isolées, elles ne devaient sortir sous aucun prétexte et quand bien cela devait se faire, elles étaient voilées pour se préserver des regards indiscrets. Les candidates à l'initiation étaient plus que bien nourries dans le but d'accélérer leur croissance et ointes avec une poudre or. Cette initiation durait 3 à 4 mois et nécessitait une importante quantité d'aliments fournis par les parents des jeunes filles. Certaines pouvaient être initiées 2 fois au cours d'une même année, ce qui constituait un signe extérieur de richesse de leur géniteur. Les journées d'initiation étaient rythmées par des repas et des enseignements des initiatrices, si bien qu'au sortir de l'initiation, les initiés avaient de l'embonpoint, symbole de féminité et étaient prêtes au mariage. Cependant, l'initiation de la jeune fille était faite au préalable par la mère ou les femmes de la famille qui l'initiaient aux travaux ménagers et champêtres, à la cuisine, aux corvées d'eau et de bois de chauffe, la garde et les soins aux enfants, aux travaux de propreté et d'entretien d'une maison, ainsi qu'aux activités agricoles et commerciales. Ainsi, l'éducation reçue par la jeune fille en famille et dans la case d'initiation tendait à faire d'elle une femme capable de procréer et de s'occuper de ses enfants, d'acquérir de la nourriture pour la nutrition de sa famille. L'autre éducation moins visible a trait à la physiologie de la femme et de l'homme, à la maternité et au mariage. La jeune fille est éduquée en tout ce qui concerne la menstruation et la toilette intime, sur la manière de se comporter avec son mari et la belle famille, et à la soumission aux convenances. Cette éducation comporte une série de tests et d'épreuves conjugales, concurrent à lui faire comprendre que la femme est la principale pourvoyeuse du foyer en aliment par ses activités agricoles, la contribution de l'époux se réduisant à la fourniture d'huile de palme, du sel et parfois du bois de chauffe. La femme garante de la nutrition et de la santé de sa famille affirme ici sa féminité par ses qualités reproductrices. Ainsi, l'initiation fait des jeunes filles des candidates bien préparées au mariage. Le mariage dans l'univers culturel étudié est le fondement de toute procréation. En effet, bien que l'enfant soit désiré et constitue une richesse, les lois coutumières prescrivent qu'il doit être conçu dans les liens sacrés du mariage. La procédure et les pratiques régissant le mariage ont pour but d'assurer la pérennité du clan, la santé du couple et des enfants à naître, et se résument comme suit. La première étape est le choix de partenaire. Le choix d'une fiancée est même aujourd'hui encore influencé par le comportement de sa mère en société, et l'adage « telle mère, telle fille » a droit de citer ici. On considère qu'une jeune fille est le reflet de sa mère, et à mère bien éduquée, fille nantie d'une bonne éducation de base. Ainsi, une fille réputée frivole trouve difficilement un prétendant, les critères de base pour le choix d'une conjointe étant l'obéissance, l'humilité, la serviabilité et la politesse. Le jeune homme pouvait choisir sa future femme et en faire part à son père, qui tranchait en dernier ressort, ou alors ses talents et son humilité pouvaient émouvoir un parent et le conduire à faire de lui son gendre. Pour ce faire, il le convient à un repas dans la concession
et en profitait pour lui présenter l'une de ses filles qui faisait office d'hôtesse. Le prétendant se devait de pourvoir sa future belle-mère en bois, de l'aider dans ses travaux en attente des fiançailles. Un père pouvait également demander à un jeune homme remarquable de lui rendre visite un de ces jours, car il avait une sacoche à lui confier. Mais vous pourriez vous poser une question à savoir, pourquoi une sacoche? Eh bien, parce que la sacoche est intimement liée à la vie de l'homme, car elle contient ses affaires précieuses. Ainsi, cette sacoche symbolise aussi la femme, qui contient tout ce qui valorise l'homme, dont la responsabilité, la respectabilité, les enfants, l'honneur entre autres. En accord avec la proposition, le jeune homme informe ses parents et les deux belles familles vérifient qu'il n'existe pas de lien de parenté dans la mesure où la prohibition de l'inceste s'étend jusqu'à la 4e génération dans cet univers culturel. Le lien de consanguinité est un empêchement au mariage et l'incompatibilité concerne les personnes de la même lignée maternelle, les personnes ayant été nourries au même sein, les cousins parallèles et croisés, ainsi que les frères et sœurs consanguins. Les parents se doivent de s'y soumettre afin de ne pas subir les conséquences néfastes du bruit de ces interdits qui peuvent se résumer en la naissance d'enfants anormaux, porteurs de tares ou à la stérilité qui donne lieu à des rites de purification. Il convient aussi de vérifier que la fille et le garçon ne possèdent pas de gènes de vampirisme transmis via le cordon ombilical, qu'on ne dénombre pas de décès d'enfants en bas âge dans leurs familles respectives, de morts suspectes ou de malformations congénitales. En l'absence de vampirisme, de tares et de tout lien de parenté entre les fiancés, la palabre peut être déclenchée par une prise de contact constituant la prochaine étape. Les négociations du mariage sont conduites par le père des différents fiancés une fois l'absence de tout lien de sang constaté. Le père du fiancé se rend chez celui de la fiancée, accompagné de son fils, portant du vin pour entamer les négociations. Il fait part de son intention que la fille de son vis-à-vis devienne la sienne, en d'autres termes, l'épouse de son fils. Il convient de noter que quelle que soit la pureté de la lignée du fiancé, on hésite à lui accorder la main d'une fille s'il ne possède pas de terre ou plantation et de maison. La satisfaction à ces conditions est d'autant plus importante que l'une des principales obligations matrimoniales de l'époux consiste à construire une case pour loger son épouse et à lui attribuer un jardin potager à proximité. Il n'est pas pardonné et autorisé à l'époux de résider avec son épouse dans la case de ses parents. Le faire serait la preuve de son immaturité et constituerait un bris d'interdit. Cependant, il existait des cas où, à l'insu des enfants, les parents s'engageaient à les marier, ceux-ci n'étant informés que du jour de la demande en mariage ou du versement de la dot. Une fois la proposition de mariage acceptée, il est convenu un jour pour le versement de la dot. Le père, le fiancé et les autres membres de la famille se rendent chez les parents de la fiancée avec du vin de palme comme de coutume et crient famine auprès de ceux-ci, manifestant ainsi leur désir de prendre leur fille pour épouse. Le consentement éclairé de la fille est requis durant les cérémonies et consiste pour la jeune femme à verser du vin de palme dans une corne de bœuf ou un verre qu'elle porte à son père. Le vin est bu par celui-ci une fois que sa fille l'y autorise, dans la mesure où il ne saurait le boire si cette dernière ne consent pas à l'union. Avant de boire de ce vin, le père insiste sur le fait de ne pas être conduit à vomir ce vin après, car si la fiancée venait à rompre ses promesses de mariage, cela le contraindrait à rembourser tout ce qu'il avait perçu pour la dot. Cette insistance a pour finalité d'éviter tout consentement vicié de la jeune fille, qui peut encore se rétracter, mais aussi de fidéliser ses vœux. Il est également important de préciser ici qu'on ne dote pas une femme enceinte chez les Baniméké, pour des raisons ayant déjà été détaillées dans la vidéo précédente concernant la procréation.
Le versement de la dot entraîne de longues discussions pouvant durer toute une nuit et la pomme du discorde est le plus souvent liée au montant de la somme à verser. Par le passé, cela variait entre 100 et 300 kouris selon les estimations du père de la fiancée. À défaut du minimum de la somme requise, l'union ne peut être scellée. Les dons de chèvre, de tines d'huile de palme, de couvertures et de sacs de sel à la famille de la fiancée constituent aussi une part importante de la dot et sont une garantie du mariage. Par conséquent, un mariage sans dot est assimilé au concubinage et les enfants appartiennent à la lignée maternelle. Le prix à payer pour prendre une femme est lié à son importance dans cet univers culturel, dans la mesure où elle représente une force de travail pour le mari. Elle pourvoit la maison de son époux en aliments, lui donne des enfants qui, au besoin, l'aideront dans ses activités agricoles et commerciales. Le versement total ou partiel de la dot, selon le consentement des deux parties, entraîne alors la scellée du mariage et octroie au mari la puissance paternelle sur les enfants qui en seront issus. Le paiement de tout ou une partie de la dot selon les arrangements des parties marque la fin des négociations, donc la conclusion du mariage. Il est rare que la dot soit versée dans son intégralité. La plus grosse part peut être versée et le reste quelques années plus tard, après la naissance de 2 ou 3 enfants dans le couple. D'ailleurs, il est très souvent dit que la dot ne finit jamais. Les arrangements faits, la jeune épouse est conduite sur le champ chez son époux ou quelques jours après selon les convenances de chaque famille, suivie de son trousseau. Il est à noter ici que le mariage de toute fille est scellé suivant une procédure identique à celle appliquée lors de l'union de sa mère. C'est ainsi qu'à mère dotée, fille dotée, et suivant que la mère ait rejoint le domicile de son époux sur le champ ou après quelques jours, il en sera de même pour la fille. En outre, la virginité de la jeune fille était valorisée lors du mariage et durant les années et les mois précédents, les femmes chargées de son initiation devaient s'en assurer. Une fille qui parvenait au mariage vierge faisait la fierté de sa famille et sa génitrice était félicitée, au contraire du déshonneur pour la famille et le mari de celle qui avait perdu sa virginité. Cela constituait également un gage de fidélité dans le mariage pour celle-là qui avait su se préserver, dans la mesure où elle continuera à repousser les avances d'autres hommes. Pour sauver l'honneur de la famille, des mariages étaient précipités dans le but de camoufler une éventuelle grossesse, mais la famille gardait une mauvaise réputation. Cette pratique qui limitait également le nombre de grossesses chez les adolescentes est obsolète aujourd'hui et avec la sexualité précoce, des jeunes filles parviennent déflorer au mariage ou ayant déjà procréé. Ainsi s'achève ce nouveau numéro. N'hésitez pas à partager et liker la vidéo si elle vous a plu et aussi de laisser en commentaire vos diverses impressions. C'est avec plaisir que nous vous répondrons. À bientôt pour un prochain numéro. Africainement Vôtre. Number one.